Le futur est presque là. Dans un atelier près du mont Fuji, un être étrange a vu le jour. Il mesure 3,80 m et pèse 4 tonnes. C'est un gigantesque robot humanoïde appelé Kuratas. Kuratas est l'œuvre d'un artiste contemporain qui s'est isolé ici durant 2 ans pour construire ce robot, aidé d'un expert. Pour son créateur, Kuratas est une œuvre d'art, mais c'est une machine perfectionnée. Une personne assise dans le robot contrôle les membres et saisit des objets. L'artiste dit avoir puisé son inspiration dans les récits et les dessins animés de science-fiction. Cette vision l'a soutenu durant son travail solitaire. Des réalisations jadis impensables voient le jour. Comment les robots vont-ils évoluer? On peut entrevoir des utilisations militaires. Ils vont probablement ressembler de plus en plus aux humains. Ils pourraient devenir plus forts et plus habiles que nous. On a longtemps rêvé de créer ces machines extrêmes. Maintenant, les robots humanoïdes sont là. Ils pensent comme nous, ils se déplacent comme nous, et ils se sacrifient même pour nous. Nous voulons que notre robot change la société, car les robots doivent être utiles. On a réalisé des progrès en électronique, en informatique, en visionique, dans plusieurs domaines, et les capacités vont continuer de croître. Depuis la révolution industrielle, les humains confient certaines tâches aux machines. Mais un jour, les robots humanoïdes pourront accomplir des tâches beaucoup plus complexes. Que feront les humains alors? On verra de plus en plus de robots accomplir des tâches dans la société, que ce soit en usine, dans les domaines des services ou de la santé à domicile. La clé, ce sera de bien répartir les tâches entre les humains et les robots humanoïdes. La catastrophe de mars 2011 a accéléré les travaux de mise au point de robots ayant des traits humains au Japon. On était démunis après l'accident à la centrale nucléaire de Fukushima. Les robots peuvent prendre la relève en cas de danger. Ils peuvent fouiller les décombres, grimper dans une échelle et même effectuer des réparations. On se tourne vers les robots humanoïdes pour toutes ces tâches. Nous avons hâte qu'ils passent à l'action en vue de mettre fin à la crise. En joignant nos forces, nous pouvons jouer un rôle très utile. Seul un humanoïde pourrait faire cela. Un jour, les robots vont vraiment aider l'humanité. La catastrophe nucléaire japonaise a généré des avances prodigieuses, à la fine pointe de la robotique humanoïde. Voici ce que l'avenir nous réserve, dans très peu de temps. Il reconnaît les visages humains. Il cède le passage aux humains. Converse grâce à son intelligence artificielle.
Il comprend plusieurs énoncés. Va chercher les boissons et les transporte grâce à ses doigts agiles. Il peut décider de ce qu'il doit faire sans contrôle humain. Asimo est une réalisation de la filiale de recherche et développement de Honda. La firme nous a autorisé à filmer son laboratoire de robotique ultra secret. Le Japon est à l'avant-garde de la robotique humanoïde. Asimo est sa réalisation suprême. Les ingénieurs ne cessent de l'améliorer. L'aspect le plus novateur d'Asimo est son intelligence. Le robot peut penser et agir de manière autonome, sans intervention humaine. Il y parvient grâce à ses capteurs qui imitent nos 5 sens. La tête d'Asimo renferme 8 microphones. Il peut ainsi écouter et converser. Ces 2 caméras font office d'yeux. Le robot peut ainsi déceler les humains et les identifier grâce à sa banque de données. Un problème de reconnaissance des visages? Je ne pense pas. S'il vous plaît, couvrez votre visage. L'intelligence artificielle d'Asimo traite un vaste éventail de données. C'est ainsi qu'il comprend les demandes des personnes et qu'il y réagit de la bonne manière. Asimo a aussi un sens du toucher perfectionné. Ses doigts peuvent accomplir d'infimes mouvements, comme ceux d'une personne. Il y a aussi des capteurs au bout de ses doigts. Ils peuvent évaluer la dureté d'un objet, comme les doigts des humains. La plupart des robots saisissent les objets avec une force constante. Mais Asimo exerce plus de force pour ouvrir une bouteille d'eau scellée et moins de force pour tenir un verre de carton. Son intelligence artificielle règle la force en fonction des données de ses capteurs digitaux. Le but ultime des concepteurs d'Asimo est que leurs robots coexistent en partenariat avec les humains. Plus jeunes, les ingénieurs qui ont créé Asimo ont tous été des adeptes de dessins animés où il y avait des robots comme Astro Boy, Doraemon et Gundam. Ils ont rêvé de réaliser leur propre robot. Satoshi Shigemi dirige l'équipe de développement. Il travaille à la conception des robots depuis 16 ans. Dès le début, nous avons voulu concevoir un robot qui aide les gens. Pour réaliser ce rêve, nous nous demandions sans arrêt quel genre de robot pourrait changer la société, rendre les gens heureux et leur faciliter la vie dans le monde entier. Nous voulions créer un robot qui allait changer le mode de vie des gens. Nous abordons les enjeux technologiques un à un, en vue d'atteindre cet objectif. Asimo a des capacités physiques révolutionnaires. Le robot peut marcher et courir. Il peut atteindre 9 km à l'heure. Pour les robots, la marche est beaucoup plus facile que la course. Quand on court, les 2 pieds quittent momentanément le sol. Le maintien de l'équilibre est alors plus complexe.
Le maintien de sa posture lors des sauts ou de la course représente une percée technologique majeure. Asimo incline légèrement le torse vers l'avant afin de rester en équilibre. Il s'incline, puis il se redresse. Il s'incline, puis il se redresse. Des capteurs, placés à la taille d'Asimo, mesurent l'inclinaison. Le robot s'incline légèrement pour compenser, vers l'avant, l'arrière ou latéralement. C'est ainsi qu'il maintient son équilibre. Asimo a évolué considérablement depuis le prototype construit en 1986. Un peu comme un enfant qui grandit. Mais à la suite d'un événement, les chercheurs ont pris conscience des limites d'Asimo dans le monde réel. Un accident est survenu à la centrale nucléaire Daiichi de la Société d'électricité de Tokyo à Fukushima. Les substances radioactives libérées par les réacteurs endommagés ont compliqué la tâche des humains durant cette crise. Il fallait confronter le danger et reprendre le contrôle de la centrale. Une tâche toute désignée pour des robots. Les dirigeants japonais ont demandé aux États-Unis de leur fournir des robots mis au point pour l'armée américaine. Les robots sont arrivés à Fukushima en avril 2011. Ils ont filmé l'intérieur des réacteurs endommagés. Depuis, plusieurs robots japonais leur ont prêté main forte. Les robots se sont avérés utiles, mais 2 ans après l'accident, ils ne servent qu'aux inspections. Ils ne peuvent pas accomplir le travail des humains. Et Asimo, juste après l'accident, Honda a été inondé d'appels téléphoniques et de courriels lui demandant d'envoyer Asimo à la centrale de Fukushima. Mais Asimo n'était pas le bon robot pour cette tâche. Il pouvait se mouvoir dans un bureau et sur d'autres surfaces planes, mais il n'en allait pas de même face aux dénivelés et aux obstacles. Plusieurs clients nous ont appelés. Nous étions les premiers à regretter qu'Asimo ne puisse être utile. Il était évident que l'Asimo que nous avions construit n'était pas prêt pour une telle intervention. Nous avons compris immédiatement que nous devions fabriquer autre chose, pouvant fournir une aide immédiate. Honda n'a pas lésiné. Les dirigeants de la firme ont proposé de construire gratuitement un robot afin d'aider la société TEPCO. Les dirigeants de TEPCO ont accepté. Ils ont demandé un robot capable d'ouvrir et de fermer les robinets de la centrale nucléaire. Nous voulions purger les tuyaux de la centrale des matières radioactives qui y restaient et abaisser le niveau de radiation. C'était notre premier objectif. Si nous ne pouvions pas ouvrir et fermer les robinets, la centrale allait rester très radioactive. Les ouvriers ne pourraient pas entrer dans la centrale et cela retarderait toute la mise hors service. Combien de robinets y a-t-il? Dans chacune des unités, il peut y avoir des dizaines de milliers de robinets. En juillet 2011, 4 mois après l'accident, Honda a entrepris la conception d'un robot pour la centrale nucléaire. On a confié la direction du projet à des membres de l'équipe d'Asimo. La construction d'un robot humanoïde prendrait trop de temps. Les ingénieurs ont opté pour un robot capable d'actionner les robinets. Asimo a joué un rôle crucial dans ce contexte. Ces chevilles sont dotées d'une technologie avancée de maintien de l'équilibre. Elle allait permettre aux nouveaux robots de travailler dans les centrales encombrées de débris. Travaillant exceptionnellement vite, l'équipe a réalisé un prototype en 4 mois seulement.
Les concepteurs ont converti la jambe d'Asimo en bras, pouvant actionner la robinetterie. Le bras reste stable, même quand la base bouge. Jusque-là, tout allait bien. Des dirigeants de TEPCO ont évalué le prototype à l'Institut national de la science et de la technologie de pointe. Le groupe de recherche de pointe subventionné par le gouvernement a participé à sa réalisation. L'un des dirigeants de TEPCO ne pouvait détacher son regard des mouvements des bras du robot. Nous sommes sans doute très exigeants. C'est correct. Nous pourrions être assez directs. Le test vise à reproduire le contexte de l'intérieur de la centrale nucléaire. Le bras du robot est télécommandé. Les responsables du test dirigent le bras vers l'un des robinets. Il y a plusieurs inconnus, dont l'état des robinets. Ils peuvent avoir rouillé depuis l'accident. Les robinets peuvent se briser si le robot y applique une force trop grande, ou ne pas bouger du tout. Tournons-le dans le sens horaire. Le robot utilise la force appropriée et il actionne le robinet dès le premier essai. Il a réussi le test. Ce robot peut faire bien plus que des inspections. Il pourrait participer aux travaux de récupération. D'après ce que nous avons vu, le robot semble presque parfait. Nous voulons l'utiliser dès qu'on en aura besoin. Il est impératif de rendre cela possible. L'accident de Fukushima a aussi encouragé les concepteurs américains à réaliser des robots d'intervention en cas d'urgence. Des responsables du ministère de la Défense ont dirigé cet effort. Jusque-là, peu intéressés aux robots humanoïdes, ils les jugent maintenant vitaux pour les interventions en zone sinistrée. L'architecte de la nouvelle stratégie est Gil Pratt, de la DARPA. Il gère le financement de la recherche de pointe au ministère de la Défense. Il y a plusieurs paramètres d'intervention en cas de sinistre. La tragédie de Fukushima a inspiré les roboticiens à explorer de nouvelles possibilités. S'ils avaient pu intervenir dans les premières 24 heures, le premier réacteur n'aurait peut-être pas explosé et généré un milieu trop dangereux pour les humains. L'important pour nous, c'est que le robot soit compatible avec les milieux humains, les outils des humains et les opérateurs humains sans formation particulière. Par conséquent, la forme la plus évidente est celle des humains. La DARPA soutient le développement d'un robot humanoïde utile lors des catastrophes comme les accidents des centrales nucléaires. Cette firme dirige les travaux de conception. Elle a déjà construit plusieurs robots militaires. Bon, je vais vous montrer où en sont les robots actuels. Voici le premier robot humanoïde d'intervention en cas de sinistre réalisé aux États-Unis. Il s'appelle Atlas. Avant, les concepteurs américains privilégiaient les robots destinés à des tâches spécialisées. Alors, pourquoi cet intérêt soudain pour les robots humanoïdes? Enjamber des débris, ouvrir des vannes, utiliser des outils pour effectuer des réparations. Un robot spécialisé ne peut effectuer des tâches aussi diverses. Lors d'une crise, il faut des robots qui ne sont pas stoppés par les portes et les escaliers. Les robots humanoïdes sont idéaux dans ces contextes. Les tests de ce prototype vont bon train. Il peut facilement grimper un escalier et sauter d'une hauteur de près d'1 mètre. Il peut franchir des obstacles à l'aide de ses bras et de ses jambes.
il est déjà plus habile qu'Asimo dans de tels environnements. Atlas regorge de technologies conçues à l'origine pour les robots militaires. Le corps d'Atlas est recouvert d'un réseau de conduites hydrauliques. Elles forment une armure musculaire permettant d'éviter les débris. La robotique militaire a engendré une autre technologie importante. Les articulations de cette machine peuvent effectuer de nombreux mouvements. Ils offrent une souplesse dont les humains sont incapables. Les articulations d'Atlas peuvent bouger de 28 manières différentes. Atlas peut ramper dans des endroits exigus et encaisser des chocs soudains. Un genou, cette jambe bouge dans les 3 axes de la hanche, comme nous. Comme ceci, ceci et ceci. Je suis très impressionné par son degré de liberté à effectuer ces tâches compatibles avec celles des humains sans les limitations des autres robots. Les ingénieurs vont bientôt adjoindre un module d'intelligence artificielle perfectionné au corps robuste d'Atlas. Les ingénieurs américains ont accéléré leurs efforts en vue de réaliser des robots humanoïdes après l'accident nucléaire du Japon. Les chercheurs japonais se sont donné la même. En novembre 2012, des ingénieurs roboticiens du monde entier ont participé à une conférence internationale sur les humanoïdes à Osaka. Gil Pratt, de la DARPA, était du nombre. Il a alors convié les ingénieurs à participer à un projet commandité par le ministère de la Défense des États-Unis. Le 11 mars, 24 heures plus tard, si seulement des robots avaient été là pour aller ouvrir ce robinet, la catastrophe aurait été évitée. Mais on n'en avait pas. Et on n'avait personne qui pouvait effectuer ce travail. Peu après, nous avons donc élaboré le concours robotique de la DARPA. Baptisé Robotics Challenge, cette compétition a pour objet la mise au point de robots d'intervention lors de catastrophes comme celle du Japon. Le défi porte sur 8 tâches. Conduire un véhicule pour se rendre au site de la catastrophe. Marcher sur un terrain encombré de débris. Enlever des obstacles. Ouvrir des portes. Utiliser des outils pour abattre des murs. Grimper dans une échelle. Tourner des robinets et effectuer des réparations. Le robot doit accomplir seul ces 8 tâches. La période de mise au point est de 2 ans. La DARPA va accorder un financement aux participants pouvant atteindre 4 millions de dollars. La DARPA a reçu plus de 1000 propositions de groupes de recherche du monde entier. Des organisations réputées comme la NASA et le MIT sont du nombre. Le Japon est au premier rang de l'ingénierie robotique humanoïde. Ces chercheurs ont néanmoins hésité à se lancer dans la course. En fait, je peux difficilement accepter que certains des résultats de ce concours de la DARPA servent, comme vous l'avez dit, à faire avancer la technologie militaire. Je crois sans réserve que le concours de la DARPA vise la mise au point de robots qui ne conviennent pas du tout à l'offensive militaire. La technologie qui va en découler va-t-elle être intégrée au système militaire? C'est probable. Mais même si vous travaillez à la mise au point d'un robot pour le secteur de la santé, il y a un risque que cette technologie ait aussi des usages militaires. Des membres d'une institution japonaise de recherche voulaient participer à cette compétition. Ils travaillaient au laboratoire de robotique de l'Université de Tokyo. Ces chercheurs et les chercheurs de Honda sont des leaders mondiaux de l'ingénierie de la robotique. Mais ils étaient confrontés à un obstacle majeur. L'université interdit les recherches financées par les militaires.
Trois chercheurs ont donc informé l'université de leur décision de partir. Ils ont alors fondé une entreprise de capital de risque et ils se sont inscrits au concours de la robotique de la DARPA. Ils sentaient irrépressiblement qu'ils devaient quitter leur milieu universitaire paisible afin d'aider à résoudre la crise nucléaire. 6 mois après le lancement de l'entreprise, l'équipe, aidée de diplômés universitaires, avait réalisé un prototype. Ces bras allongés peuvent exercer une force 10 fois plus grande que celle des robots humanoïdes ordinaires. C'est trop serré pour l'actionner d'une seule main. Le robot ouvre facilement un robinet trop serré pour un humain. Le moment est arrivé. Les concepteurs vont éprouver le résultat de leurs années de recherche en contexte réel. Le Japon a vécu une crise nucléaire. Il y a eu des fuites de radiation. Les chercheurs de tous les domaines doivent se demander au moins une fois si les technologies auxquelles ils travaillent peuvent aider à résoudre la crise. En joignant nos forces, nous pouvons être utiles. C'est ce qui nous a motivés à participer à ce concours. Le Japon a un concurrent qui le talonne en robotique humanoïde, la Corée du Sud. Le gouvernement coréen subventionne un laboratoire de sciences et de technologie appelé KAIST. Ces chercheurs ont été parmi les premiers à s'intéresser au concours de robotique de la DARPA. Ce robot humanoïde est appelé Ubo. Il est basé sur Asimo, que la firme Honda perfectionne depuis 11 ans. Ubo a été construit en 5 ans seulement. On a toujours comparé Ubo à Asimo. Les ingénieurs ont maintenant une stratégie pour devancer les concepteurs japonais. Ils ont décidé de publier certains détails du design de Ubo et de travailler de concert avec les chercheurs d'autres établissements. On pourrait dire que cet espace vide du thorax de Ubo est au cœur de leur approche. Il est vide maintenant, mais on va y installer le module d'intelligence artificielle. Il est interchangeable. Les universités américaines où on mène des recherches de pointe en intelligence artificielle vont concevoir le cerveau de Ubo. Une équipe conjointe des États-Unis et de la Corée du Sud va participer au concours robotique de la DARPA. Le partage est la clé du progrès technologique. Ça s'applique à la Corée du Sud et ailleurs également. La recherche ne devrait jamais être confinée en un seul endroit. Les gens qui conçoivent des robots humanoïdes ailleurs ont une attitude trop fermée. Les chercheurs de Honda ont aussi été invités à prendre part au concours de la DARPA. Mais ils ont refusé. Tous leurs efforts portaient sur la conception d'un robot capable de faire face à la crise nucléaire japonaise. On va bientôt utiliser le bras robotisé au site de l'accident. Il va fournir les premières images prises en plongée. Le bras robotique n'a pas été la dernière participation de Honda. Ces ingénieurs avaient aussi une mission secrète. Ils allaient réaliser un nouveau robot humanoïde, une nouvelle version d'Asimo utilisable en cas de désastre. Le site de la catastrophe de Fukushima est sombre et interdit aux humains. Seul un robot humanoïde doté d'intelligence et d'habileté motrice pouvait enjamber les débris, accéder au site de l'accident et accomplir les tâches des humains. Autrement dit, un robot comme Asimo. Un robot d'intervention en cas de désastre serait inutile s'il ne pouvait accéder au site. Il doit y parvenir à tout prix. Les catastrophes laissent toutes sortes de débris qui s'effritent facilement ou se brisent quand on y pose le pied. C'est parce que c'est dangereux que les robots remplacent les humains. C'est ce qui leur donne de la valeur.
Un robot qui ne peut pas se rendre sur les lieux serait complètement inutile. Les ingénieurs de Honda ont entrepris de fabriquer un robot en 1986. Il devait contribuer au bonheur des gens. Ces 27 années de recherche sont maintenant mises à l'épreuve. Comme on l'a vu lors de la crise du réacteur Daiichi de Fukushima, l'essentiel, c'est que les robots puissent se substituer aux humains dans les endroits inaccessibles ou trop dangereux. Je me suis engagé à livrer ce qu'il faut le plus vite possible. L'accident de Fukushima a stimulé la mise au point de robots humanoïdes dans le monde entier. La catastrophe a aussi remis en question le rôle des humains. Une des plus grandes expositions commerciales sur les robots industriels a eu lieu en janvier 2013. Les fabricants du monde entier y ont présenté leurs derniers modèles. Les entreprises fabriquent de plus en plus de robots humanoïdes dotés de 2 bras pour les industries. Un nouveau produit a capté l'attention de l'auditoire lors de l'exposition. Baxter est une réalisation de l'inventeur d'un robot ménager très prisé. Il est doté d'une intelligence artificielle poussée. Baxter a été conçu pour travailler aux côtés des humains en usine et dans d'autres contextes. La caractéristique la plus inusitée du robot, c'est qu'il peut maîtriser une tâche en 5 minutes. Il suffit de lui montrer ce qu'il doit faire, étape par étape. Aucune programmation complexe n'est requise. On va ramasser cette pièce. Placez-le sur la pièce. Oui. Comme ça. On a la pièce, resserrez la prise. Prenez le bras et amenez-le jusqu'à la table. N'importe où. Bien. Vous avez saisi un objet et vous l'avez déposé quelque part. À ce stade, vous êtes prête à faire le travail. Il va chercher l'objet. On peut effectuer cette tâche à répétition. Et il a déjà acquis un certain sens commun. Il faut le rapporter. Il pourra éventuellement le faire. Nous pouvons le faire nous-mêmes. L'expression du visage à l'écran nous indique si le robot a compris la tâche ou non. Baxter se vend 22 000 $, une aubaine pour un robot humanoïde. Le fabricant affirme que l'acheteur peut rentabiliser son investissement en quelques mois et réduire le coût de sa main-d'œuvre. Je suis très impressionné. Je travaille pour une petite entreprise de fabrication et certains de nos employés plus âgés vont bientôt prendre leur retraite. Baxter pourrait s'acquitter très efficacement de certaines de nos tâches. Le coût serait moindre que d'engager une personne. Il ne va pas se fatiguer, il n'aura pas besoin d'arrêter. Il va continuer de travailler pendant que tout le monde mange, à midi. Le fabricant, une firme de Boston, ne peut répondre à la demande. Aujourd'hui, on se concentre sur la fabrication et il y a de très bonnes occasions dans ce domaine. Mais il y a plusieurs autres endroits où un robot comme Baxter pourrait être utile. Nous avons connu la révolution industrielle au tournant du siècle précédent. Nous sortons tout juste de la révolution informatique. Nous vivons maintenant la révolution robotique. Les humains et les robots seront-ils en concurrence pour les emplois un jour ? Cette usine fabrique des appareils de tri des devises pour les caisses enregistreuses. Les humanoïdes sont affectés à une chaîne de production qui n'employait que des humains avant. Le robot effectue une confirmation visuelle des pièces mises en place par une ouvrière humaine. Puis il commence son travail. Il ajuste sa vitesse à celle des humains. NextStage peut aussi accomplir d'autres tâches, comme serrer des vis et installer des composantes de caoutchouc. Le robot à 2 bras effectue déjà des tâches que l'on confiait à des personnes plus expérimentées il y a 6 mois à peine.
Les robots ont remplacé 13 ouvrières jusqu'ici. Les dirigeants envisagent de confier des tâches plus complexes à ces ouvrières. Ils disent que ça va accroître la productivité. Les robots humanoïdes n'exigent pas de pause, ni de hausse salariale. Quand les robots seront encore plus perfectionnés, quels emplois restera-t-il aux humains? La réalisation d'un nouvel humanoïde fondé sur Asimo a progressé à pas de géant. Le laboratoire paisible d'hier a fait place à une zone de guerre sinistrée. Les ingénieurs ont réalisé un prototype. Le président de la recherche et du développement de Honda vient voir le résultat. Tandis que le robot marche, un ingénieur lui donne une poussée latérale. En zone sinistrée, les robots vont subir des chocs imprévus. Peut-il rester debout? Autant qu'il le peut avant de faire un pas de côté. L'un des points faibles d'Asimo était qu'il ne pouvait marcher que sur une surface plane. Les ingénieurs l'ont vite modifié en fonction des zones sinistrées. Le robot peut maintenant enjamber des interstices sur des surfaces inégales. Ce nouveau parcours reproduit une zone sinistrée. Les ingénieurs vont éprouver les habiletés motrices et le jugement du prototype sur ce terrain qui ne lui est pas familier. Le robot va s'arrêter ici? Non, ça ne servirait à rien. Le prototype avance sur une surface inégale et il franchit de grands écarts sans hésitation dès le premier essai. C'est un grand pas en avant. Éteignez les lumières. Les zones sinistrées sont souvent dans l'obscurité et on n'y voit rien. Ce robot ne dépend pas de la lumière visible. Il a recours à des capteurs à infrarouge pour établir le contexte spatial. Il scanne le sol pour y déceler les irrégularités et il ajuste alors la position et l'angle de ses pieds. L'opérateur a juste à indiquer au robot où il doit aller. Les ingénieurs n'ont pas déterminé d'échéancier. Il pourrait terminer dans 1 an ou 3. Mais ils veulent que le robot se rende dans les zones sinistrées le plus tôt possible, comme Astro Boy, l'humanoïde du dessin animé qui a volé jusqu'au soleil lors d'une mission suicide pour sauver la Terre. Cette catastrophe s'est produite au Japon. On doit donc en discuter de manière réaliste. Sinon, nous ne pourrons pas vraiment sauver des vies humaines ou nous rendre utiles. On doit avoir des bases solides pour établir des objectifs clairs pour le robot. On ne veut pas commettre l'erreur de créer un robot très prometteur qui va s'avérer inutile en situation réelle. On veut réaliser un robot qui va atténuer les dégâts lors d'une catastrophe et aider la société. C'est notre objectif. La course vers la mise au point des robots humanoïdes s'intensifie dans d'autres régions du monde. Les scientifiques de cette université travaillent à la mise au point du module d'intelligence artificielle de Hubo, l'humanoïde de la Corée du Sud. La conduite d'un véhicule est l'un des défis du concours robotique de la DARPA.
les ingénieurs mènent une expérience avec Hubo au volant. Je suis convaincu que d'ici 7 ans, donc avant l'année 2020, des humanoïdes comme Hubo vont accomplir plusieurs de ces tâches, comme conduire un véhicule, ouvrir des vannes. Ce n'est pas de la science-fiction. Je suis très optimiste quant à la contribution de la robotique, principalement la robotique associée au concours de la DARPA. Nous voulons améliorer le monde afin d'avoir une économie fonctionnelle et un niveau de vie élevé au cours des prochaines décennies. Les robots humanoïdes sont les machines de rêve ultimes. Quelle sera l'incidence des robots qui pensent, agissent et travaillent comme des humains sur notre avenir? Ces robots peuvent engendrer le bonheur autant que le désespoir. Chose certaine, les robots humanoïdes vont poursuivre leur développement et leur évolution. NextStage est né dans cette usine. Les robots travaillent maintenant de concert avec les humains et ils participent à leur vie. Ces robots sont destinés à une usine de fabrication de composantes électroniques du nord-est du Japon. Ils seront affectés à une chaîne de montage aux côtés de 100 humains. Cette année, le fabricant s'attend à vendre plus d'une centaine de ces robots dans tout le Japon. Le 21e siècle a été surnommé le siècle du robot. L'avenir est déjà amorcé.